Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. La fission, comme je vous le disais, c'est une manière d'exploiter le fait que quand vous cassez un très gros noyau en deux, ça va vous libérer de l'énergie. Alors en pratique, il y a deux premières choses à savoir, c'est que la fission n'arrive qu'à des noyaux qui ont un numéro atomique supérieur à 89, et par ailleurs, ça n'est possible qu'avec des isotopes impairs. Donc par exemple, l'uranium-238 ne fissionne pas. L'uranium-235, oui. Le plutonium-239 fissionne. Le plutonium-240 fissionne pas, etc. D'accord? Donc vous avez les isotopes pairs ne fissionnent pas. Alors, dans la majeure partie des cas, cette fission, il faut la provoquer, elle est assez rare. Et donc, l'équation générale d'une fission, c'est ça. C'est, vous avez un noyau d'uranium qui capture un neutron, ça lui donne une indigestion, et il va éclater en N morceaux. Alors, N, c'est deux gros, X et Y, plusieurs très petits, quelques neutrons, et du rayonnement gamma. Donc ici, vous avez votre noyau fissile de départ. Là, vous avez le neutron qu'il est capable d'absorber. Alors après, je vais le dire tout de suite, je ne sais pas si j'y reviens plus tard. Ce neutron, tous les noyaux fissiles ne sont pas capables de fissionner avec tous les types de neutrons. Vous avez deux catégories de neutrons dans un réacteur nucléaire. Vous avez les neutrons qu'on appelle rapides. Les neutrons rapides, c'est les neutrons à l'énergie qu'ils ont juste après la fission qui les a créés. Donc là, quand la fission a lieu, et au moment où elle a lieu, eh bien les neutrons qui sont éjectés, là, ils ont une énergie de quelques millions d'électronvolts. Et ces neutrons à quelques millions d'électronvolts, il y a des atomes fissiles qui sont capables de les absorber quand ils passent à proximité. Donc vous avez le fédéraire de la capture de neutrons, quelle que soit la vitesse, il l'attrape. Et puis vous avez moi, c'est-à-dire que si ça passe trop vite à ma portée, je ne sais rien en faire, il faut que ça aille lentement pour que je sois capable d'aller le chercher. Et ces neutrons qui passent lentement, on les appelle des neutrons thermiques. Ça veut dire qu'ils ont une énergie cinétique de l'ordre de l'électronvolt, beaucoup moins que le million d'électronvolts qu'ils ont au moment où ils ont été créés. Vous avez donc la création de ce qu'on appelle les produits de fission. Donc les produits de fission, c'est les deux noyaux qui sont issus de la fission de l'uranium, des neutrons, 1 à 4, et du rayonnement gamma. Alors voilà un exemple. Là, vous avez un noyau d'uranium qui fissionne et qui vous fait un noyau de krypton qui, soit dit en passant, est gazeux. Donc dans les produits de fission, vous avez des produits qui sont gazeux, qui vont spontanément à ce moment, parce que chimiquement ils s'associent à rien, vouloir sortir du cœur. Vous avez du barium, et puis ici vous avez 4 neutrons et du rayonnement gamma. Donc c'est l'équation générale de la fission, ça ressemble toujours à ça. Vos produits de fission, la nature a décidé de faire un peu de biodiversité dessus, et donc vous n'avez jamais exactement les mêmes à chaque fission. D'accord? Donc en fait les produits de fission, ils couvrent une très très large variété de numéros atomiques, comme vous le voyez là. Cela étant, ils sont quand même centrés sur il y a deux pics, c'est-à-dire il y a deux endroits où vous allez préférentiellement retrouver vos produits de fission. Vous allez en gros les retrouver, donc l'uranium initial, hein, c'est 92. Et donc, en gros, vous allez retrouver 30 et 60 à l'arrivée. Je dis bien en gros. Les neutrons, ça compte pas, évidemment. Ça ne compte pas dans le numéro atomique. Donc, à l'arrivée, vous allez retrouver 30 et 60 en ordre de grandeur. Donc, vous allez retrouver en particulier de l'iode. Alors, beaucoup de ces produits de fission sont radioactifs. Vous allez retrouver de l'iode, du césium, du strontium, du krypton, etc. Les produits de fission, donc l'essentiel, sont radioactifs avec des demi-vies qui vont de d'une fraction de seconde jusqu'à des milliers d'années. Donc il y a un peu de tout là-dedans. L'essentiel des produits de fission ont des demi-vies quand même qui n'excèdent pas quelques dizaines d'années. D'accord ? Donc la radioactivité des produits de fission est quand même une radioactivité qui décroît très vite. On va le voir derrière. Ce que vous avez, donc dans une fission, je ne sais pas si j'ai une slide là-dessus,
Ce que vous allez créer également, quand vous avez... Non, j'ai pas mis là-dessus, alors je vais quand même vous en parler rapidement. Quand les neutrons qui sont créés par votre fission, il y en a une partie également qui vont être absorbés par les noyaux d'uranium que vous avez dans le réacteur, et en particulier l'uranium-238, et qui vont vous créer des noyaux dont le numéro atomique est au-delà de l'uranium. Du plutonium, du proactinium, de l'américium, du curium, etc. Ces trucs-là, vous savez que dans le tableau de Mendeleïev, ça s'appelle des actinides. Et souvent, on appelle ça des actinides mineurs, parce que de fait, ils sont présents en petite quantité dans la barre de combustible, enfin dans la barre d'oxyde d'uranium. Ces actinides, certains vont fissionner en cours de réaction, soit dit en passant, d'autres non, et donc vous allez les récupérer dans le combustible usé qu'on ressort à la fin. Alors, je le disais, l'uranium-235, lui, il aime bien les neutrons thermiques. Donc, au moment où ils sont éjectés, les neutrons sont trop énergétiques pour être utilisés par un autre noyau d'uranium-235. D'accord ? Or, l'idée, c'est que, une fission d'uranium-235, les neutrons qui sont émis à l'occasion de cette fission, vous vous en serviez pour aller fissionner ensuite d'autres noyaux d'uranium-235. D'accord ? Alors, ça veut dire deux choses, cette histoire-là. Ça veut dire d'abord que le noyau qui va aller fissionner le neutron qui va aller fissionner un nouveau noyau d'uranium-235, il doit pas aller trop vite, sinon ça marche pas. L'uranium-235, il est comme moi, c'est pas Federer, donc lui, il sait pas attraper les neutrons qui vont trop vite. Et donc, il faut le ralentir dans un premier temps. Et alors, pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle un modérateur. Et le modérateur, c'est juste jouer au billard avec le neutron qui a été créé, jusqu'au moment où il a perdu suffisamment d'énergie par choc élastique sur d'autres petits noyaux pour devenir un neutron thermique. Hein, vous savez que quand vous avez un choc élastique entre deux objets de même masse, c'est là que vous perdez le plus d'énergie cinétique dans l'objet incident. Vous vous en rappelez de ça? Oui. Quand vous avez un choc élastique sur un mur parfait, vous ne perdez rien. D'accord? Donc si vous avez une masse infinie en face de vous, le choc élastique, vous perdez absolument pas d'énergie. Le maximum d'énergie, c'est un exercice de mécanique classique, ça, c'est le maximum d'énergie, vous allez le perdre quand vous tapez contre un truc qui a exactement votre masse. Si vous tapez contre un truc qui a une masse microscopique, vous perdez très peu d'énergie aussi. Le truc, par contre, l'autre truc part à toute vitesse, mais ça n'emporte pas beaucoup d'énergie. Il faut que vous tapiez sur un truc qui a la même masse que vous. Or, qu'est-ce qui a la même masse qu'un neutron? Eh bien, un autre neutron ou un proton. Donc, le meilleur modérateur qu'on ait, c'est les noyaux d'hydrogène de l'eau. Et donc, c'est la raison pour laquelle le modérateur qu'on met dans un réacteur, par excellence, c'est juste de l'eau, qui, soit dit en passant, sert aussi de caloporteur. Il sert aussi à évacuer la chaleur. Et alors, du coup, vous avez un élément de sécurité passive, c'est que si vous perdez le caloporteur, il y a une fuite dans le circuit, par exemple, certes, vous n'êtes plus capable de refroidir votre cœur, mais par ailleurs, la fission s'arrête. D'accord? C'est un élément de sécurité passive important. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une fission, ça faisait entre 1 et 4 neutrons. Si vous voulez que votre réaction en chaîne soit stable, c'est-à-dire qu'au cours du temps, elle vous produise toujours la même quantité d'énergie, il faut que le 1 à 4 neutrons que vous avez produit lors d'une fission se transforme en un neutron capturé par un autre noyau d'uranium-235 et juste un. Si à partir d'un noyau qui fissionne, vous faites capturer 2 neutrons par 2 autres noyaux, puis 4, puis 8, puis etc., ça s'appelle une bombe. D'accord? Vous avez un truc qui diverge très vite, et c'est, soit dit en passant, exactement le principe de la bombe atomique. Donc dans la bombe atomique, vous avez les premières fissions qui font une réaction en chaîne, qui va très très vite, et tout ça fait boum. Alors dans un réacteur, ça ne peut pas aller jusqu'au niveau d'une bombe atomique, mais ça peut quand même, fiche le truc en l'air, c'est exactement ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et donc, si vous voulez pas que ça arrive, eh bien, il faut que, quand vous avez plus d'un neutron qui est créé par la réaction de fission, les neutrons excédentaires soient absorbés par quelque chose qu'il y a dans le réacteur et qui vous permet de n'avoir à l'arrivée qu'un seul nouveau neutron pour fissionner un autre noyau d'uranium-235. Et donc, vous avez dans un réacteur, outre la matière fissile, 2 constituants qui sont absolument essentiels, qui sont d'une part des absorbeurs de neutrons, notamment le bore, et d'autre part un modérateur, typiquement de l'eau. Alors vous avez des réacteurs dans lesquels le modérateur est du graphite, mais aujourd'hui on fait plus ça.
pour plein de raisons, dont le fait que si vous perdez le caloporteur, vous ne perdez pas le modérateur, et donc ça n'empêche pas la réaction de continuer à se produire. Donc là, vous êtes dans un très mauvais cas de figure, dans lequel la réaction continue à se produire, et vous n'avez pas de quoi refroidir le cœur. Donc les réacteurs à graphite, et Tchernobyl était un réacteur à graphite, vous n'en trouvez pas en fonctionnement en France. Vous en trouvez en cours de démantèlement, mais pas en fonctionnement. Voilà, donc le but du jeu dans un réacteur, c'est que vous ayez en régime permanent exactement un neutron capturé par fission. Enfin, un neutron capturé pour fissionner à un autre noyau par fission. Si vous voulez faire monter votre réacteur en puissance, transitoirement, vous allez passer de 1 à 1,00000001, un tout petit peu plus que 1. Et si vous voulez calmer votre réacteur, vous allez faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que pendant un temps, vous allez passer de 1 à 0,99999 jusqu'au moment où votre truc descend un peu en puissance. Là-dedans, vous avez également l'émission de rayonnement gamma. Et alors normalement, les neutrons, ils n'en sortent pas trop du réacteur, parce que vous les avez absorbés avant. Par contre, vous avez plein de rayonnements gamma qui sortent du réacteur. C'est pour ça qu'un réacteur en fonctionnement, vous évitez d'aller vous promener à côté. Et donc, vous avez une enceinte de confinement qui est autour du... Donc, le réacteur, tout ça, c'est dans une cuve en acier. Dans une cuve en acier, vous avez vos assemblages d'oxyde d'uranium et l'eau qui circule autour, qui sert à la fois de modérateur et de caloporteur. Et tout ce truc-là qui vous crache allègrement du gamma est mis dans un endroit, à l'intérieur d'un truc en béton, où on est sûr que les gammas vont pas aller se balader à l'extérieur, et comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, ah bah si, j'en parle là, les actinides. Alors les actinides, donc j'y reviens, c'est les produits plus lourds, enfin plus au-delà de l'uranium, dans le tableau périodique des éléments, qui sont créés par absorption successive de neutrons et des intégrations radioactives. Donc là, vous avez l'exemple, par exemple, vous passez de l'uranium au plutonium en ayant commencé par absorber un neutron. Alors pardon, à partir de l'uranium-238. C'est comme ça que ça marche. Parce que l'uranium-235, encore une fois, s'il absorbe un neutron, il fissionne. Je vous rappelle que dans un réacteur, vous avez un mélange des deux isotopes 235 et 238. Dans les réacteurs français, l'uranium-235, au moment où vous enfournez l'uranium, c'est à peu près 3,5% du total. Donc ça veut dire que 96,5% c'est de l'uranium-238. Vous avez des réacteurs dans le monde qui fonctionnent avec de l'uranium dit naturel, donc à 0,7% d'uranium-235. Mais à ce moment, il vous faut de l'eau lourde, en général, pour que ça marche. Voilà, donc là, voilà un truc qui va vous donner du plutonium. Alors, le plutonium peut fissionner, et à ce moment, vous pouvez imaginer un réacteur dans lequel vous avez, qui est basé non pas sur la fission de l'uranium-235, mais sur la génération en continu de plutonium, puis la fission du plutonium. C'est ça qu'on appelle le surgénérateur. Donc le surgénérateur, typiquement Phénix ou superphénix, c'est un réacteur dans lequel c'est l'uranium-238 qui sert de combustible, sauf qu'il sert de combustible en ayant besoin de 2 neutrons. Donc c'est un truc qui est plus compliqué à piloter, parce que vous devez tenir compte, c'est pas un truc instantané, vous devez tenir compte des temps de formation et des temps de décroissance radioactive pour avoir du plutonium derrière. L'avantage par contre, c'est qu'il y a 2 avantages à ces réacteurs-là. Le premier, c'est que vous n'avez pas besoin de modérateur. Typiquement, le plutonium, il s'est fissionné avec des neutrons lents, des neutrons thermiques et des neutrons rapides, donc vous n'avez pas besoin de modérer les neutrons. D'accord ? Et la deuxième, c'est que, évidemment, au lieu de brûler une toute petite partie de l'uranium, enfin au lieu de profiter d'une toute petite partie, parce que brûler est un terme impropre, l'uranium est un métal, au lieu d'utiliser une toute petite partie de l'uranium qu'on trouve dans la nature, l'uranium-235 c'est 0,7% de l'uranium qu'on trouve dans la nature, en utilisant des réacteurs de ce type-là, vous utilisez la totalité de l'uranium qu'on trouve dans la nature. Donc, juste pour finir, donc ça veut dire que vous êtes capable de multiplier par un facteur 200 en ordre de grandeur le potentiel énergétique de l'uranium qu'on trouve dans la nature. Oui. Dans ce cas-là, c'est quoi le caloporteur? Si on met de l'eau... Alors, typiquement, superphénix, c'était du sodium. Enfin, dans ces rapides-là, c'est du sodium. Vous avez également une famille de réacteurs qui fonctionnent sur... Vous avez plusieurs dessins là-dedans. Un autre, c'est les sels fondus. Donc, en fait, vous avez un grand bain dans lequel tout est mélangé. Enfin, voilà. Mais les réacteurs rapides qu'on a fait fonctionner longtemps en France, donc il y a eu un réacteur industriel qui s'appelait superphénix.
mais qui a été démantelé, enfin qui a été arrêté au titre d'un compromis politique et démantelé. Par contre, il y en a un autre qui était plus petit, qui s'appelait Phoenix, qui lui a fonctionné pendant 30 ans, de façon tout à fait normale, j'ai envie de dire, mais qui a aussi été arrêté et qui est en cours, en fin de démantèlement, en ce moment. Alors oui, bon, ça je viens de vous le dire. On peut également se servir du thorium dans le même esprit. Donc le thorium, après absorption d'un neutron, se transforme en uranium-233, et l'uranium-233 est fissile. Donc c'est exactement le même principe qu'avec le plutonium, ce qui veut dire qu'il y a deux couples dans la nature qui peuvent servir à faire des réacteurs nucléaires, à neutrons rapides et surgénérateurs. C'est uranium-plutonium ou thorium-uranium. Mais ce n'est pas le même isotope, 233. Alors, cela étant, ces éléments, donc l'uranium-238 et le thorium-232, comme il faut leur envoyer des neutrons pour qu'ils se mettent à fissionner, ça veut dire que vous devez avoir une source de neutrons pour démarrer la réaction. Donc en fait, on ne peut pas démarrer un réacteur nucléaire juste avec de l'uranium-238 ou avec du thorium-232. On est obligé de le démarrer avec un truc qui fusionne naturellement, donc l'uranium-235, et c'est une fois que le truc a démarré qu'on peut rajouter derrière quelque chose de l'uranium-238 ou du thorium-232. Donc en gros, c'est des cycles qui permettent d'augmenter le potentiel d'une énergie nucléaire qui existe déjà à base d'uranium-235, mais ça ne permet pas de la remplacer en totalité. Oui. Si, bah, en partie, ils le sont. C'est ce que j'ai expliqué avant. Ils le sont, et c'est comme ça que vous faites vos actinides. Ah bah, une partie, le plutonium, une partie va fissionner dans le réacteur, et une partie va rester dans l'assemblage quand vous le sortez en fin d'exploitation. On verra ça au moment des déchets. C'est exactement ce que je vous ai montré. Alors j'y reviens si c'est pas clair. Là. D'accord ? Je vous ai dit, en fait, l'uranium qui est capable de monter dans le tableau périodique des éléments, c'est l'uranium-238. En gros, c'est assez simple. L'uranium-235, vous lui envoyez un neutron, il fissionne. Donc il ne peut pas monter en numéro atomique puisqu'il fissionne. Donc le seul qui peut monter en numéro atomique, c'est l'uranium-238. Il absorbe un neutron. Après, il vous faut une désintégration β-, et du coup, ça vous crée un proton dans le noyau, et donc là, ça monte en numéro atomique. Et donc vous allez monter comme ça, zut, mon machin, crac, 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 vous allez créer qu'est-ce que je veux dire, du plutonium, du neptunium, enfin voilà, vous allez créer des éléments qui sont de l'américium, du curium, enfin des machins comme ça, qui s'appellent tous des actinides. Alors dans les réacteurs actuels, une petite partie fissionne, mais dans les déchets en sortie de réacteur, vous allez en trouver quand même. Enfin, dans le combustible usé en sortie de réacteur, vous allez en trouver quand même. Dans les dessins imaginés pour une partie de la génération 4, eh bien, il y a des gens qui souhaitent qu'on fasse des réacteurs dans lesquels ces trucs-là sont brûlés au fur et à mesure qu'ils sont produits. D'accord ? C'est ce qui est possible. Alors parlons de génération justement. Les générations, c'est comme les versions de Windows, donc c'est toujours le même principe, mais on dit que ça s'améliore. Donc vous avez eu génération 1, c'était les réacteurs à uranium naturel graphite gaz. Il y en a un certain nombre qui ont été construits en France. Ils ont tous été arrêtés au moment où ce qui tenait lieu d'autorité de sûreté, pas au sens où ça faisait pas vraiment de la sûreté, parce que ça s'appelait pas autorité de sûreté, a dit à EDF, ces trucs-là, on trouve que c'est pas terrible, donc ou bien vous faites tel et tel type de travaux de mise en conformité, ou vous arrêtez. EDF a fait ses calculs et a dit on arrête. Voilà. Donc vous avez déjà eu en France une première vague d'arrêt de réacteurs avant terme, pas du tout pour des raisons politiques, pas du tout parce qu'on a dit c'est hyper dangereux, etc. Et puis tels électeurs souhaiteraient bien qu'on les arrête, pas du tout. C'est l'autorité de sûreté qui a dit ça me va pas, donc travaux de mise en conformité ou arrêt, EDF a dit arrêt. La deuxième génération, c'est celle qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement des réacteurs en France à eau pressurisée. L'autre grand dessin, c'est les réacteurs à eau bouillante.
La troisième génération, c'est en fait du 2+, parce que ça ne change pas tellement dans le concept. Donc c'est le PR ou d'autres trucs de cette nature. Et enfin, il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent à la génération d'après, qui aujourd'hui est un concept au sens où la génération d'après, on lui a donné un cahier des charges qui est exploiter tout l'uranium, fermer le cycle, c'est-à-dire ne pas sortir des trucs qui peuvent encore servir du combustible usé. Typiquement le plutonium, ça peut encore servir, on peut encore tirer de l'énergie du plutonium, donc c'est dommage de sortir du combustible usé du réacteur et puis d'aller mettre ça directement dans un trou ou dans un stockage de déchets sans recycler, sans extraire de ce combustible ce qu'on peut encore utiliser, valoriser à des fins énergétiques. Et minimiser les déchets. Voilà. Et sécurité passive, enfin et sûreté passive plus exactement dans le réacteur. Donc il y a un certain nombre de trucs, on a dit ça doit satisfaire à ça, 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 ça et ça. Et donc il y a un certain nombre de concepts qui sont explorés en ce moment. Voici un assemblage d'uranium, pardon. C'est mieux si je l'affiche, tel qu'on les utilise dans les réacteurs français. Donc là, vous avez des grands tubes en zirconium, enfin en alliage de zirconium plus exactement, à l'intérieur duquel vous avez des pastilles d'oxyde d'uranium. C'est comme ça que c'est enfourné. L'eau peut circuler entre ça s'appelle des crayons, là, ces petits tubes. Et ce que vous remarquez, c'est un truc intéressant à savoir, c'est que cet opérateur manipule cet assemblage, alors pas à main nue pour pas mettre des traces de graisse, mais sans aucune protection radiologique. Donc en fait, l'uranium, au moment où il est enfourné dans le réacteur, ne présente aucune radiotoxicité particulière. Sa radioactivité naturelle n'est pas telle qu'il faille s'en protéger. Alors, si on parle des assemblages et de la manière dont c'est fait, voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc l'uranium, comme toutes les ressources que nous utilisons dans notre système économique, elle est gratuite. Donc l'uranium, c'est gratuit, ça a été fait par Mère Nature. Où est-ce que ça a été fait par Mère Nature? Pardon? Ah non, lors du Big Bang, on n'avait que des protons. Non, mais j'ai entendu un truc qui commence à s'en rapprocher. Pas dans le Soleil, puisque le Soleil, pour importer de l'uranium du Soleil actuel sur Terre, c'est quand même un peu compliqué. Mais, pardon? Dans les anciennes étoiles, exactement. Ça a été fait dans la génération précédente d'étoiles. Si on retrace l'univers, l'histoire de l'univers sur les 14 derniers milliards d'années, d'abord vous avez le Big Bang, une grande soupe de protons, la première génération d'étoiles, et dans cette première génération d'étoiles, par fusion successive, vous avez tout le tableau de Mendeleïev qui se crée. Là-dessus, les étoiles, pour certaines d'entre elles, vous font des très belles supernovae, bazar de tout ça dans l'espace, et une deuxième génération d'étoiles se forme, enfin ils s'en forment en permanence, mais je veux dire, et ces poussières issues de la première génération d'étoiles vont pour partie aller se mettre en orbite autour de la deuxième génération d'étoiles, se condenser et faire des planètes telluriques, typiquement la Terre. Donc pour faire une Terre avec 92 éléments du tableau de Mendeleïev, il faut attendre 10 milliards d'années après le Big Bang. Recette de cuisine qui prend un peu de temps. Et c'est gratuit. Voilà. Donc l'uranium est gratuit comme tout le reste, il faut juste aller le chercher. Alors aller le chercher, ça va se faire comme pour tous les métaux, dans des endroits où il y a des concentrations particulières. Vous trouvez n'importe quel métal, n'importe où, si vous n'êtes pas regardant sur la concentration. C'est-à-dire que si j'extrais un mètre cube de terre là dessous l'école des mines, je vais probablement y trouver tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Mais certains ils sont présents en des concentrations telles que j'en ferai jamais rien. Donc quand ils sont présents plus concentrés qu'ailleurs, ça s'appelle une mine. Alors dans une mine, vous allez chercher de l'uranium. Vous allez le chercher sous forme d'oxyde, en général, comme tout le reste, mais vous avez tout un tas d'autres trucs qui vous intéressent absolument pas. Donc d'abord, vous sortez votre minerai et vous concentrez ce qui vous intéresse. Une fois que vous avez récupéré votre uranium, vous allez faire alors encore une fois sous forme d'oxyde, vous allez faire une opération qui s'appelle l'enrichissement pour les réacteurs français. Alors l'enrichissement est un mélange compliqué de chimie et de physique qui consiste à prendre préférentiellement dans l'uranium l'isotope 235. Alors comme l'isotope 235 a très exactement les mêmes propriétés chimiques que l'isotope 238, puisque les propriétés chimiques ça dépend du nombre de protons donc d'électrons, il faut trouver un moyen pour séparer ces deux isotopes qui n'est pas un moyen chimique.
Vous ne pouvez pas purifier chimiquement de l'isotope 235. Ça ne marche pas. Donc la façon dont ça marche, c'est avec des centrifugeuses. Alors retenez bien ce que je vais vous dire parce que c'est le grand débat sur la prolifération. Une centrifugeuse, c'est quoi? C'est un petit cylindre dans lequel vous faites tourner de l'hexafluorure d'uranium, un gaz, et vous allez mettre une écope à l'extérieur du cylindre et une écope à l'intérieur du cylindre, enfin près de l'axe de rotation. Une écope, c'est un truc qui vous attrape ce qui passe. Hein. L'écope qui est près du bord du cylindre va vous prendre préférentiellement de l'uranium 238 parce qu'à cause de la force centrifuge, ou centripète plus exactement, le 238 va avoir tendance à être préférentiellement plus près du bord, il est plus lourd. Et l'écope qui est près de l'axe de rotation vous prend préférentiellement du 235. Alors ce préférentiellement, c'est une fraction de pour 1000 dans chaque centrifugeuse. Donc il faut les mettre en cascade, les unes derrière les autres, jusqu'au moment où ça vous a enrichi pour l'écope du centre, votre uranium, préférentiellement en 235 à hauteur de 3%. Mais c'est exactement la même chaîne qui permet de faire de l'uranium à 99,99% d'uranium 235. Il suffit juste d'en avoir des milliers. Et c'est avec ça que les pays qui veulent accéder à l'arme nucléaire, en général, s'équipent. D'accord ? Donc c'est la même technologie que la technologie civile de la chaîne du combustible, sauf que, si vous en avez suffisamment, ça permet de faire une bombe. Alors, quand le but du jeu n'est pas de faire une bombe, heureusement, donc vous séparez votre uranium, et du coup, une fois que vous avez enrichi votre uranium, en gros, pour avoir 1 tonne d'uranium enrichi à 3,5%, il vous faut 5 tonnes d'uranium à 0,7%. Donc derrière, vous allez avoir 1 tonne d'uranium propre à faire du combustible et 4 tonnes d'uranium qui vous servent, entre guillemets, à rien. Ça s'appelle de l'uranium appauvri. Alors l'uranium appauvri, est-ce que vous savez quelle était une des exploitations qu'on en a faites à un moment? Exactement, des lestes pour des voiliers de course. Parce que comme c'est un métal extrêmement dense, ça fait des très grandes masses dans des petits volumes. Et ça, quand vous faites un voilier de course, donc vous allez mettre ça à 4 mètres sous la coque, là, et ça vous fait des... Voilà. C'était pas spécialement dangereux. Une fois que vous avez votre uranium enrichi, donc vous en faites des pastilles d'oxyde d'uranium, vous mettez ça dans des tubes en alliage de zirconium, et ça vous fait vos assemblages que vous mettez dans le réacteur. Vous le laissez produire donc fissionner pendant quelques années, et puis une fois que c'est sorti, alors là, vous avez 2 écoles en fonction du pays où vous êtes. Vous avez des pays qui disent « je prends ça, et ça c'est un déchet, et je le stocke quelque part ». Alors aux États-Unis, sous Yucca Mountain, les Suédois, ils mettent ça dans des fûts en cuivre et ils collent ça sous terre. Et en France, on a une autre école qui est de dire « on va faire du recyclage là-dedans », parce qu'il y a une partie de ce qui s'y trouve qu'on peut remettre dans des assemblages qu'on va réenfourner dans des réacteurs. D'accord ? C'est à ça que sert l'usine de La Hague. Ce qui sert vraiment à rien, eh bien, on s'en débarrasse d'une autre manière. Hein, c'est ça l'école française, entre guillemets. Donc vous avez 2 écoles dans le monde. Ce qui ne sert plus à rien, là pour le coup, s'appelle vraiment des déchets. Alors pour avoir quelques ordres de grandeur des masses en présence, pour 1 MWh électrique, vous avez besoin de 10 kg de minerais qui vont vous donner quelques grammes d'uranium. Donc vous voyez, c'est quand même la concentration. Oui. Juste la valeur de 3% pour l'uranium enrichi, c'est complètement arbitraire. La valeur de 3,5 ? Non, non, c'est ce qui permet de piloter une réaction de fission de façon confortable, j'ai envie de dire. Si vous en mettez 90%, ça vous fait une bombe, donc c'est incontrôlable. Et si vous en mettez pas assez, en fait, ça vous fait pas assez de neutrons. Vous n'êtes pas capable d'avoir votre réaction en chaîne. Donc je disais, à partir de 10 kg à partir de 10 kg de minerai, vous avez une grosse dizaine de grammes, un peu moins, un peu plus, une petite vingtaine, d'uranium. Donc vous voyez que la concentration en uranium du minerai est de l'ordre du pour 1000, d'accord? Donc c'est pas des concentrations importantes, hein. C'est de l'ordre du kilo par tonne. Vous avez un métal qui est présent encore à des teneurs encore plus faibles quand on exploite, c'est l'or.
L'or, vous êtes typiquement à quelques grammes par tonne de minerai, 10 grammes par tonne. Donc là, vous êtes quand même très au-dessus. Donc, on va faire de l'uranium enrichi et avec ça, vous allez faire votre mégawattheure. Ce que ça vous montre, ce genre de diagramme, c'est notamment, encore une fois, que vous avez besoin de manipuler de toutes petites quantités de matière pour faire des grandes quantités d'électricité. Hein? C'est vraiment, par excellence, la caractéristique du nucléaire. Bien évidemment, vous avez un rendement énergétique de votre affaire. Exactement comme pour le pétrole, où vous devez utiliser une partie de l'énergie extraite pour pomper le pétrole, le raffiner, le transporter. En ce qui concerne l'uranium, vous avez besoin d'une partie de l'énergie fournie, alors pas sous la même forme, parce qu'en l'occurrence dans les mines c'est du pétrole, mais vous avez besoin d'une partie de l'énergie fournie pour faire fonctionner la chaîne. Vous avez besoin de mettre du diesel dans les engins de mine, de l'électricité dans l'usine d'enrichissement, etc. Et donc il y a une question qui est, quel est le rendement énergétique de l'ensemble? Est-ce qu'on consomme 90% de l'énergie qu'on produit dans la chaîne, ou est-ce qu'on en consomme juste une petite partie? Et donc ce que vous montre ce graphique, c'est qu'on en consomme en fait juste une petite partie. Le rendement typique de la filière nucléaire, c'est de l'ordre de 1 pour 50 ou 1%, c'est-à-dire que la fraction de l'énergie qui est utilisée dans l'ensemble du cycle pour permettre à l'énergie nucléaire d'être produite, c'est de l'ordre de 1 à 2% de l'énergie produite. C'est de cet ordre-là. En fait, c'est extrêmement dépendant de la teneur en minerai, de la teneur en uranium, pardon, du minerai. Ce que vous dit ce graphique, c'est que aux teneurs actuelles, on se balade plutôt par là, de minerais. Mais si vous avez des minerais suffisamment pauvres, eh bien, il faut charrier une telle quantité de terre et purifier une telle quantité de matière que vous pouvez évidemment vous rapprocher d'un rendement qui serait de l'ordre mais là c'est logarithmique, vous voyez. Donc en gros, il faut perdre un facteur 100 dans la teneur en uranium du minerai pour que votre affaire commence à ne plus être intéressante. Donc on en est évidemment encore extrêmement loin. Par ailleurs, comme vous avez besoin de toutes petites quantités de, entre guillemets, combustible pour produire des grandes quantités d'électricité, le nucléaire est une industrie qu'on appelle à coût fixe. Dit autrement, l'essentiel du coût économique de production du nucléaire, c'est dans la construction de la centrale et dans la construction des installations amont et aval qui permettent de fonctionner. Les coûts variables, et notamment les coûts de combustible, sont des coûts extrêmement faibles dans la chaîne. Dit autrement, une fois que vous avez construit votre centrale, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, ça vous coûte la même chose. Et en cela, c'est exactement la même structure de coût qu'une éolienne ou un panneau solaire. Une éolienne ou un panneau solaire, une fois que vous l'avez construit, ça vous coûte quasiment plus rien. Enfin, si l'éolienne, il faut aller la maintenir un peu de temps en temps. Panneau solaire, il faut aller lui passer un petit coup d'éponge pour enlever la poussière de temps en temps. Mais globalement, vous avez des coûts de maintenance qui sont faibles. Et l'essentiel du coût est dans la construction du dispositif initial. Et bien, le nucléaire, c'est exactement pareil. L'essentiel du coût est dans la construction du dispositif initial. Et alors là, je vais refaire un tout petit peu de microéconomie. Quand vous avez un dispositif où vous devez mettre tout l'argent d'abord et avoir des clients et des recettes ensuite, le coût auquel vous allez leur vendre le mégawattheure va dépendre de deux critères de manière absolument centrale. Un, le coût de construction. Vous comprenez bien que si vous construisez pour 2 fois plus cher, toute chose égale par ailleurs, vous vendrez pour 2 fois plus cher. Mais ça dépend également d'un autre élément qui est absolument central et qui, pour ceux d'entre vous qui ont vu passer un crédit immobilier, ça vous rappellera des souvenirs, qui est ce qu'on appelle le coût de l'argent. C'est-à-dire le taux d'intérêt que vous devez payer soit à votre actionnaire, soit à votre banquier, pour l'argent qui vous a été fourni pour construire la centrale. Donc en gros, quand vous construisez une centrale, votre argent il tombe pas du ciel. Votre argent, il vient de 2 sources et 2 sources seulement, votre actionnaire et votre banquier. Donc votre actionnaire investit dans le projet, il investit dans la centrale, puis il dit très bien, j'ai mis mon argent, mais tous les ans, je veux que ça me rapporte des dividendes. Je veux gagner de l'argent. Et votre banquier va vous dire exactement la même chose, je veux bien vous prêter de l'argent, mais à condition que tous les ans, vous me payez des intérêts sur la partie que vous ne m'avez pas encore remboursée.
Et alors, ce que vous dit le graphique que je vous affiche maintenant, c'est combien ça vous coûte en euros par mégawattheure pour une centrale qui, de mémoire, était à 5 000 € le kilowatt installé, en fonction du loyer de l'argent. Donc, ce que vous voyez, c'est que si on vous prête l'argent gratuitement, même avec un EPR construit cher et hors délai, le remboursement de l'investissement, c'est 20 € le mégawattheure. D'accord? Donc, c'est pas beaucoup. Par contre, si vous avez un banquier ou un actionnaire qui vous dit ouais, moi je considère que c'est vachement risqué cette histoire, donc je vais vous demander 10%. Donc tout l'argent que vous me devez encore ou que j'ai laissé investi dans la boîte, eh bien, tant qu'il est là, c'est 10% par an que vous devez me payer. Hein? C'est le rendement du capital. Eh bien, si vous êtes à 10%, la part de l'investissement dans le coût du mégawattheure frise les 100 €. Donc une très grosse différence entre le nucléaire pas cher et le nucléaire cher, c'est tout bêtement combien est-ce que les actionnaires et les banquiers vont vous demander en taux d'intérêt sur l'argent qui vous est nécessaire pour construire la centrale. Et avec ce petit graphique, vous pouvez faire le calcul inverse en ce qui concerne Hinkley Point. Vous avez, je ne sais pas qui a entendu parler d'Hinkley Point ici. Alors Hinkley Point, c'est une centrale que les Anglais sont en train de construire et c'est une filiale d'EDF qui est en train de le faire. Donc c'est EDF Energy qui est le plus gros électricien anglais, une filiale d'EDF qui est en train de le construire. Et alors dans le milieu des gens qui s'intéressent à la question électrique, les gens qui n'aiment pas le nucléaire vous expliquent que c'est horriblement cher Hinkley Point parce que ça va produire des mégawattheures à 110 €. Alors rendez-vous compte, 110 €, c'est très cher, beaucoup plus cher que d'autres trucs. En fait, avec ce petit graphique, vous êtes capable de savoir que ça vaut 110 € le mégawattheure parce que les actionnaires et les banquiers demandent 10% de rendement sur capital investi. Voilà. Et c'est exactement ça, du reste, j'ai posé la question, c'est exactement ça le taux. Oui? Ah, parce que la part du... Qu'est-ce que je veux dire? Parce que la part du capital dans la structure de coût n'est pas la même en fonction... et la durée de construction et la durée de vie ne sont pas la même non plus. Donc en fait, ça dépend également de la durée de construction et de la durée de vie, ces trucs-là. Mais là, en fait, j'aurais dû effacer les autres courbes, c'était pas tellement le sujet. Le sujet, c'est de montrer que, en ce qui concerne le nucléaire, ça augmente très très vite avec le loyer de l'argent, avec le taux auquel on vous demande de rembourser l'argent. Par ailleurs, le rendement des capitaux, et c'est aussi pour ça que le nucléaire n'aime pas l'investissement privé, le rendement des capitaux qu'on vous demande classiquement dans une entreprise cotée en bourse se balade aux alentours de 10-12%. D'accord? Donc vous voyez que si on vous demande un rendement sur capital investi aux alentours de 10-12%, eh bien si vous êtes une entreprise cotée en bourse et que vous faites du nucléaire, vous ne savez pas le faire à moins de 100 € le mégawattheure. Et c'est juste ça le sujet. Parce que si vous êtes une société d'État et qu'on vous demande 0, eh bien vous savez le faire, alors hors coût variable, vous savez le faire pour beaucoup moins cher que ça.